matière de gestion du processus électoral et la perspective de 2023. La Cour constitutionnelle, la Constitution lui a donné comme mandat de statuer en cas de contestation sur la régularité des élections législatives. Les élections législatives ont plusieurs étapes. Il y a effectivement la confection de la liste, il y a le dépôt des candidatures, il y a la campagne électorale, le déroulement du scrutin, le dépouillement, le transport des documents électoraux vers la Sénat, la réception des documents électoraux par la Cour constitutionnelle, le traitement des documents électoraux, la proclamation provisoire des résultats et la réception d'éventuelles contestations, d'éventuels recours et enfin la proclamation définitive qui a lieu. Si, en fait, quand il y a des contestations, il doit y avoir une autre proclamation après la contestation, alors il y a une autre proclamation qui se fait. Sinon, il y a une proclamation et cette proclamation peut être contestée. L'une des particularités, avant même d'aller sur les autres points, c'est que le contentieux électoral ne finit pas après l'installation des députés à l'Assemblée nationale. Il y a la particularité que les conditions d'éligibilité peuvent être contestées à tout moment. On peut contester l'éligibilité, c'est-à-dire les conditions à remplir pour être candidat aux élections législatives. On peut les contester pendant les dépôts de dossiers, on peut les contester pendant la période de contentieux, mais on peut les contester même à tout moment du mandat du député, même jusqu'au dernier jour de son mandat. On parle d'inéligibilité ordinaire quand l'irrégularité liée à l'éligibilité a été constatée avant. On parle d'une invalidation quand l'inéligibilité a été constatée pendant la période du contentieux. Quand l'inéligibilité est constatée pendant la période de contentieux, c'est la seule hypothèse dans laquelle le siège est invalidé, annulé, et le titulaire part avec son suppléant. Il n'y a pas de remplacement dans cette hypothèse. Et enfin, il y a la déchéance. Si l'inéligibilité est découverte plus tard, malgré le nombre de jours, de mois que le député aurait passé, on peut toujours sanctionner cette inéligibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas répondre aux conditions prévues pour être candidat à cette élection. Sur la loi électorale, l'ANIP réalise la liste. Le droit qui a protégé à ce niveau, c'est le droit de vote. C'est le fait de reconnaître à chaque citoyen la possibilité d'être électeur quand il remplit les conditions prévues par la loi. Donc si quelqu'un a une difficulté avec l'agence qui réalise la liste électorale, la Cour constitutionnelle peut statuer et elle est dans la logique d'accorder le droit de vote, c'est-à-dire l'universalité du suffrage tel que prévu par la Constitution. Il y a, avant la liste électorale, il peut éventuellement avoir des débats sur la loi électorale, puisque la Cour constitutionnelle est d'abord et avant tout un organe de contrôle des lois. Et parmi ces lois, il y a également les lois électorales. Donc, si la loi électorale est adoptée, s'il y a quelques difficultés par rapport à telle ou telle disposition de la loi et qui heurte les principes constitutionnels, la Cour constitutionnelle peut statuer et rendre sa décision. Sur les candidatures, il y a eu un problème il y a eu des difficultés manifestes en 2019. Et ces difficultés trouvent leur source d'abord dans la loi parce que il n'y avait pas de possibilité, avec le code électoral de 2018, de corriger. Il n'y avait pas de possibilité de corriger. Si on a déposé une liste avec des problèmes et qu'à l'issue de l'évaluation qui en est faite par la Sénat, la liste est rejetée à cause de ces problèmes-là, il est trop tard pour corriger. Et donc, la réforme qui a été faite en 2019 a été de dire désormais que lorsque la Sénat reçoit les candidatures, les dossiers de candidature, après avoir vérifié la complétude de ces dossiers, elle dispose d'un délai de 8 jours pour regarder si les dossiers sont conformes à ce que la loi a prévu, les pièces et les conditions d'éligibilité. Si c'est le cas, à l'issue de ces 8 jours, s'il y a des problèmes, elle a maintenant la possibilité de donner un délai de 72 heures aux partis politiques qui ont déposé pour aller faire les corrections. Sans que dans ce délai-là, on puisse changer l'ordre des candidatures. Mais il y a désormais
et c'est une solution aux difficultés qu'on a eues. En 2019, on a rejeté des dossiers parce que il y avait des noms des mêmes personnes qui se sont retrouvées sur des partis politiques différents où il y avait des listes qui n'étaient pas complètes. Ce cas de figure n'est plus possible aujourd'hui puisque la Sénat va donner 72 heures pour que les corrections puissent se faire. Et à l'issue de ça, la Sénat va dire voici la liste retenue. Si encore à ce niveau-là, il y a un souci, les partis politiques disposent de 48 heures pour saisir la Cour constitutionnelle et elle dispose de 5 jours pour donner raison soit à la Sénat, soit au parti politique qui n'est pas d'accord avec le rejet de sa candidature. Voilà globalement pour les phases préélectorales, que ce soit la loi électorale, la liste électorale ou les candidatures. Maintenant, il y a le contentieux lui-même. Ce qui se passe souvent, c'est que les rôles sont partagés vraiment par rapport à la gestion du contentieux. Si les partis politiques ne jouent pas correctement leur rôle, ce sont eux-mêmes qui rendent difficile après le traitement de ce contentieux par la Cour constitutionnelle. Et quel est ce rôle-là? C'est que les partis politiques ont la possibilité et doivent désigner dans chaque poste de vote leurs représentants. Leur représentant a le droit, et on peut même dire l'obligation, de mentionner dans les documents électoraux toute irrégularité qu'il a pu relever. Parce que s'il ne le mentionne pas, on peut lui dire qu'il est trop tard pour en parler après. Il n'est pas concevable que vous soyez témoin du vol entre guillemets, de voix vous appartenant et que vous n'avez rien dit, ou que pire, vous avez écrit RAS et que subitement après, entre ce moment où vous n'avez rien vu, vous ne vous êtes plaint de rien, vous débarquez après pour dire mais il y a eu un problème. C'est incohérent. Et évidemment, si vous êtes absent, vous ne pouvez pas voir. Si vous êtes présent et que vous n'avez rien mentionné, alors que l'imprimerie qui a fait le document électoral a réservé une partie pour que les représentants des partis politiques mentionnent, et on oblige les membres des postes de vote à accepter que ces gens mentionnent les irrégularités relevées et signent. Alors, si vous mettez RAS, c'est-à-dire que vous mettez quelqu'un qui ne fait pas son travail correctement, c'est qu'il peut être trop tard pour venir contester après. Donc ça, c'est la responsabilité des partis politiques. Possibilité de marquer dans le PV de déroulement du scrutin toute irrégularité ou toute réclamation. Il faut aussi, une fois que les résultats sont proclamés, vous avez un délai de 10 jours pour pouvoir faire votre contestation. Ce délai est un délai franc. Il ne faut pas laisser passer les délais pour venir se plaindre. Et même les week-ends sont compris dans ces délais-là. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Ensuite, au niveau de la Cour constitutionnelle maintenant, ça c'est le rôle des partis politiques, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a un travail puisqu'on dit que la Cour statue aussi sur la validité de l'élection. Et comme tous les documents électoraux sont transmis à la Cour fait un premier travail d'examen des documents électoraux, d'examen des bulletins déclarés nuls, peut-être abusivement ou non, d'examen de l'intégrité ou du sérieux des documents électoraux. Et à ce niveau-là, la Cour constitutionnelle peut procéder à des corrections, à des réaménagements, avant même qu'il y ait des recours. Je sais que beaucoup considèrent que c'est une étape qu'on ne maîtrise pas, qu'est-ce qu'elle a à faire, personne ne s'est plaint, qu'est-ce qu'elle veut faire et tout. Mais c'est son travail de veiller à la validité et à la régularité des documents électoraux. Le contrôle rigoureux, donc, de la Cour constitutionnelle à cette étape-là lui permet déjà d'observer quelques irrégularités et de les prendre en compte dans la mesure du possible. Tant que ces corrections n'entassent pas l'ordre d'arrivée, n'entassent pas les résultats qu'il y a, la Cour va proclamer les résultats tels quels. Parce qu'on peut avoir des chiffres différents, on peut avoir 10 voix en moins, on peut avoir 100 voix en moins, et pourtant les calculs donneront toujours les mêmes résultats. Tant que les calculs ne donnent pas un autre résultat, il n'est pas nécessaire d'annuler le scrutin. Il y a le problème de preuve. Le problème de preuve, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, en matière de preuve,
l'inscription des irrégularités qui ont eu lieu dans le scrutin, l'inscription de ces irrégularités sur les PV de déroulement est une étape essentielle. Il y a parfois un conflit aussi en termes de preuves entre des constats d'huissier et des constats de ce qu'on appelle les délégués de la Cour constitutionnelle. Les délégués de la Cour constitutionnelle ayant prêté serment regardent pour la Cour constitutionnelle le déroulement du scrutin et ont leur registre. Il y a ce registre, il y a également donc les documents, les PV qu'on a dans le poste de vote. Lorsqu'on reçoit un exploit d'huissier, un huissier qui n'était pas sur le terrain et qui dit qu'on lui a rapporté que il y a eu ceci ou il y a eu cela, cela ne peut pas l'emporter sur les constats des délégués des partis politiques dans le poste de vote, encore moins sur les constats des agents assermentés de la Cour constitutionnelle. C'est un élément important. Même à supposer que cela révèle une irrégularité, en droit électoral, on fait la distinction entre les irrégularités et les fraudes, et entre les fraudes n'ayant pas d'influence sur l'issue du scrutin, les résultats du scrutin, et les fraudes ayant une influence déterminante sur le scrutin. C'est ce qui permet à la Cour constitutionnelle de juger en dernier ressort si les irrégularités constatées l'ont été de bonne foi, si les irrégularités constatées ont été avec une intention malveillante, ou si les intentions malveillantes transforment l'irrégularité en fraude, et si ces fraudes-là sont importantes ou de nature à modifier les résultats des élections. C'est dans ce cas seulement que la Cour constitutionnelle va éventuellement annuler le scrutin dans la circonscription. Dernier point, c'est que ceux qui doivent faire les recours, c'est les candidats et les électeurs de la circonscription électorale en question. Et l'objet du recours doit être clair. Quand on fait un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester, on doit dire qu'on conteste l'élection de tel député. Vous contestez l'élection de tel député. Vous ne venez pas contester globalement l'organisation des élections, globalement ceci ou cela. Vous devez être très précis sur les députés dont vous contestez l'élection. C'est ce qui permet donc, quand on ne respecte pas toutes ces règles-là, parfois il y a des recevabilités, parce que les délais ne sont pas respectés, parce que l'objet de la requête n'est pas conforme à ce que la loi demande, etc. etc. Donc, voilà un certain nombre d'éléments. C'est qu'il faut faire une sensibilisation, ou en tout cas une formation assez avancée sur le droit électoral pour tous ceux qui vont représenter les partis politiques dans les postes de vote et pour les partis politiques eux-mêmes, de façon à ce que le langage juridique soit partagé pendant la période électorale, parce que c'est ce partage, c'est ce dialogue autour du sens et de l'utilisation des règles juridiques qui peut aussi être un élément de paix. Je vous remercie.